Eldorado, le titre de notre nouvelle émission, Jeunesse et migration irrégulière. Pourquoi cette jeunesse africaine veut immigrer de manière illégale dans des pays où moi j'en viens et je sais qu'il n'y a plus rien à faire là-bas? Il est difficile d'aujourd'hui de déconstruire ce rêve-là dans la tête des jeunes Sénégalais. Bonjour à tous, bienvenue sur Eric Favre TV. Cet après-midi, je suis accompagnée justement d'un grand monsieur que l'on appelle Xuman, qu'on ne présente plus, acteur, artiste culturel, surtout producteur, un grand homme dans le secteur culturel artistique. Et on parlera vraiment de tous les volets qu'il touche. Et également à ma droite, monsieur Eric Favre, qui est aussi notre invité et qui est entrepreneur, fondateur du groupe Eric Favre Invest. Il est dans le sport, la santé, la nutrition et tant d'autres. C'est un homme multicasquette, tout comme Xuman. Alors, on va traiter cet après-midi justement d'un sujet très sensible, Eldorado, le titre de notre nouvelle émission, Jeunesse et migration irrégulière. Aujourd'hui, on va faire donc face à ce fléau qui est en train de faire énormément de ravages. Parler de ce fléau non négligeable avec également des ONG qui seront avec nous tout au long de ces périodes-là. On parlera également à ces femmes, à ces hommes, conscientiser cette jeunesse qui veut que partir, aller affronter le danger, coûte que coûte, tout le monde pense à partir. Comment faire pour arrêter et stopper ce fléau-là? C'est de ça qu'il est question. Eldorado, ailleurs, ce n'est jamais meilleur que chez soi, c'est vrai. Mais aujourd'hui, on peut trouver les solutions avec nos invités qui sont également des porteurs de voix. Bienvenue, monsieur Eric Favre. Merci Nadia. Alors, monsieur Eric Favre, qui est aujourd'hui entrepreneur français, qui investit en Afrique, mais surtout au Sénégal, et qui fait beaucoup pour la lutte, la nutrition, mais pas que, multicasquette. Oui, aujourd'hui j'ai décidé de venir au Sénégal pour m'investir sur le continent africain parce que je m'y sens bien, j'y crois, j'ai le sentiment d'avoir fait le tour de ma vie en Europe, que je ne m'y retrouve plus dans l'humanité qu'on peut avoir en Europe et j'essaye aujourd'hui de construire un groupe mais qui est fondé et basé sur l'innovation pour la jeunesse. Et cette jeunesse, il faut la garder ici parce qu'on en a besoin. Le monde change, c'est-à-dire que le monde n'est plus ce qu'il était il y a même 5 ou 10 ans. L'Afrique, aujourd'hui, je dirais, est sur les starting blocks pour devenir un des plus grands continents de notre espace Terre. Et avec une jeunesse qui compose 70% de ce continent africain. Donc l'avenir, il est ici. Et il est clair que quand on parle des flux migratoires et autres, l'homme a toujours été un nomade. C'est pas la question, elle n'est pas là. Elle est pourquoi cette jeunesse africaine veut immigrer de manière illégale dans des pays où moi j'en viens et je sais qu'il n'y a plus rien à faire là-bas. Il n'y a plus beaucoup d'espoir, il n'y a plus rien à faire et bien au contraire c'est ici en Afrique que ça se passe, que tout est à construire, que ce soit sur le plan économique, artistique, culturel, sur tous les plans et là on doit garder et donner de l'espoir à notre jeunesse. Donc je suis très content de pouvoir partager ça avec des gens qui sont ici, qui œuvrent pour la jeunesse ici dans différents domaines et j'espère qu'on aura un apport bénéfique pour donner de l'espoir à cette jeunesse. Alors parlons d'espoir. Xuman, qui est également une figure emblématique dans le secteur culturel, artistique, il est multicasquette également, il a beaucoup de cordes à son arc. Xuman, bienvenue sur Eric Favre TV et dans l'émission La Toute Nouvelle et le premier numéro justement, Eldorado, c'est le cauchemar pour beaucoup de familles et c'est le cauchemar pour tout un pays, on dira pour tout un continent, dont l'Afrique. Merci de m'inviter et je suis très honoré de participer dans cette émission et de partager le plateau avec monsieur Eric Favre. Et c'est une thématique qui me tient énormément à cœur parce que je trouve effectivement que nous avons beaucoup, nous, artistes de ma génération, nous avons une grande responsabilité dans ce qui se passe. Pourquoi? Parce que nous avons pendant longtemps dénoncé les méfaits du système. Pendant très longtemps, nous avons combattu une certaine manière de faire les choses. Et peut-être que d'une certaine manière, le fait qu'on ait parlé de ça pendant tout ce temps, peut-être que ça a déclenché quelque chose dans la tête de ces jeunes-là qui se sont dit, écoute, de toutes les façons, comme c'est dit dans les chansons, dans les textes de rap, effectivement, il n'y a plus rien à faire ici, on va y aller. Parce que les jeunes sont influençables et peut-être parce que aussi, on a une partie de nos amis qui ont contribué à faire vivre un certain espoir ou une certaine illusion. Parce que chaque fois qu'ils viennent en France, quand ils viennent de la France, quand ils viennent de l'Europe, quand ils viennent des États-Unis,
ils donnent l'impression que là-bas, c'est l'opulence. Ouais. Ils vivent dans l'opulence. Et donc, les jeunes qui vivent ici dans une certaine précarité vont considérer qu'ici, c'est effectivement l'enfer, c'est ici, et que le paradis, c'est de l'autre côté. Et donc, les responsabilités sont partagées. Après, effectivement, comme vient de dire M. Favre, le voyage, le fait d'être un nomade, c'est inné à l'être humain. Maintenant, comment et pourquoi, comment est-ce qu'on peut faire pour refaire revivre cet espoir auprès des jeunes pour qu'ils restent ici? Et pourquoi il est important de le faire maintenant? Parce que, effectivement, le monde est en train de... Il y a eu de grands bouleversements dans le monde. Comment faire pour que ça fonctionne? Ce n'est pas une question facile à gérer. Mais néanmoins, je pense qu'il y a des exemples de réussite sur lesquels on peut compter. Des exemples aussi de migrants qui sont partis, qui sont revenus, qui se sont réinstallés et qui ont commencé à faire marcher les choses. Je pense que c'est important aussi de mettre la lumière sur ces gens-là pour donner de l'espoir à ces jeunes et leur dire, écoute, on peut partir en Europe pour faire des voyages d'affaires et revenir dans son pays. Donc il faut qu'on essaie de changer le paradigme. On ne peut pas aller en Europe pour grandir ou en Occident, pour grandir le nombre de non-travailleurs là-bas, vivre dans la clandestinité. Déjà, le voyage, il est périlleux, il est dangereux. Le voyage, il est, voilà, tout peut nous arriver en chemin. Et une fois arrivé sur place, on se retrouve dans la rue. Actuellement, avec l'hiver, à cette période particulièrement, il fait très froid. Très froid, ouais. Donc, si on n'est pas bien accueilli, si on n'a pas de bonnes conditions, voilà, il risque d'avoir des problèmes. Alors, moi, une question qui me taraude. Je me dis, Eric, vous êtes en Europe, vous êtes européen. Vous avez vu de l'autre côté de la barrière ce qui s'y passe, la réalité, la vraie réalité. De ce côté-là, c'est le rêve qu'on voit. Le rêve à l'américaine, le rêve à l'européenne, c'est ce qu'on voit. Mais comment vous, aujourd'hui, vous pouvez parler à cette jeunesse africaine, à cette jeunesse sénégalaise, pour qu'elle soit consciente des dangers qu'il y a à aller là-bas, où on a dit tout à l'heure qu'il n'y avait presque plus rien à faire. Qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? Comment faire, comment leur parler pour que cette jeunesse-là comprenne tous les dangers qui les attendent là-bas? Ce n'est pas Eldorado là-bas. L'Eldorado, ce n'est jamais chez l'autre, c'est chez soi. Comment il faut leur dire? C'est ça. Déjà, le monde a évolué, le monde a changé. L'Europe n'est plus ce qu'elle était, l'Occident n'est plus ce qu'il était. On est dans des mélanges culturels où à un moment donné, l'Occident ou l'Europe a voulu imposer un style de vie, a voulu imposer une façon de penser, une façon d'appréhender la vie, une façon d'appréhender le monde, qui aujourd'hui a atteint ses limites. C'est-à-dire qu'on voit dans nos propres continents, aujourd'hui on a atteint nos limites. Je dirais que le continent aujourd'hui européen est plus dans la décadence culturelle, artistique, économique, sociale. On le voit à travers ça. Et dans cette, je dirais, débandade, on continue d'essayer d'influencer le reste du monde. Et on voit aujourd'hui, c'est un sujet d'actualité, on parle des BRICS, on parle de la Russie en ce moment, on parle des États-Unis, tout ça. Et le message que j'ai envie de faire passer, tu sais, je vis en France, je suis un petit-fils de paysan français. Le drapeau français n'est plus respecté, on le brûle, on pisse dessus. On a détruit notre nation, on a détruit les familles, on a détruit beaucoup de choses au nom de la mondialisation. Oui. Et ce que je retrouve ici, si tu veux, c'est que vous aimez votre drapeau sénégalais, vous aimez votre pays. On a beaucoup d'humanité encore dans ce continent, de ce continent africain. Et cette humanité, c'est la chose la plus précieuse qu'on puisse avoir. Bien au-delà des dollars, bien au-delà d'une vie qui nous semble merveilleuse parce qu'on est toujours envieux de ce qu'on n'a pas. Mais moi, je peux vous dire, ayant aujourd'hui 60 ans, ayant fait toute ma vie en Europe et dans le monde entier, ici, c'est là l'avenir. Vous avez tout pour pouvoir grandir et devenir important. Mais il faut que vous ayez confiance en vous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est tellement sous un modèle occidental qui a imprimé un rythme, a imprimé une idée, une mentalité, que l'Afrique est encore sous perfusion et très complexée. Et c'est ce que j'essaye modestement et avec beaucoup d'humilité de faire, c'est d'essayer de dire que ce soit des artistes sénégalais ou africains à un moment donné, les gars, développez votre talent, investissez dans votre public, imposez-vous, battez-vous. Moi, ce qui me stupéfait des fois, tu vois, c'est que j'aide des artistes sénégalais comme je le peux à mon niveau, et puis je vois tout l'écosystème qui est autour.
les tire vers le bas, c'est-à-dire on leur donne des petites bourses, des petites primes, voilà. Et puis de temps en temps on fait venir des gars de l'Europe où ils ont des primes de fou, etc. Les gars arrivent ici, ils font leur battage et puis ils repartent, ils en ont rien à foutre en fait. Voilà. Et il faut prendre conscience de ça. Et moi je suis un toubab comme vous dites ici, je viens avec mon cœur et je pense que c'est cet amour, c'est l'amour. Au-delà de tout le reste, c'est l'amour, la fierté d'être africain, la fierté de notre continent, la fierté de notre peuple, de notre culture, je dis nous, mais de notre culture à travers des artistes comme Trouman aujourd'hui et beaucoup d'autres, de montrer que l'avenir il est ici. La jeunesse elle est ici, elle n'est pas en Occident. Ouais. La démographie elle est ici, elle n'est pas en Occident. Les terres rares elles sont ici, pas en Occident. Le soleil il est ici, il n'est pas en Occident. Le pétrole, le gaz, vous avez tout. C'est pour ça que vous êtes un continent qui est très convoité, mais mis sous couvercle pour pas que vous puissiez... voilà. Et il faut prendre la confiance en vous en fait. Et moi, je suis un idéaliste. Toute ma vie, j'étais un rebelle, un idéaliste. Et c'est avec vous que j'ai envie de participer, un peu le Che Guevara d'aujourd'hui. C'est-à-dire les gars, putain, ensemble, réveillons-nous. Et moi, c'est vrai que je suis super content de travailler avec cette jeunesse. Pourtant, on est tellement différents à l'origine. Tellement différents. Mais les rêves. Mais le rêve, voilà. Nous, on a tué les rêves en Europe. Là, les gamins, ils rêvent. Donc, le rêve, c'est pas de prendre une pirogue et d'aller dans un pays qui n'est pas fait pour vous. Et qui ne veut même pas t'accueillir, qui ne peut même plus t'accueillir. Et qui ne veut même plus de vous, en fait. Voilà. Puisque les gens viennent pour des mauvaises raisons. Ils ne viennent pas forcément pour trouver un travail. On vient dans un pays et vous y pouvez rien. Et je le comprends, pour les allocations, pour les aides, pour l'assistanat. Mais le pays ne peut plus vous recevoir et recevoir tous ces immigrés de manière décente et humaine. Et ce n'est pas une vie pour des jeunes africains de vivre ça. Et ce n'est pas défendre votre honneur, votre culture et votre dignité de faire ce genre de voyage. Merci Eric pour tous ces points qui ont été, disons, points noirs éclairés, élucidés et parler à cette jeunesse pour qu'elle soit plus confiante, qu'elle croit en elle et qu'elle peut arriver à sortir la tête de l'eau. Alors, Roman, pour moi aujourd'hui, tu es cet homme-là avec une plume incroyable et tu n'as jamais arrêté de te battre et de parler à ta jeunesse, de parler à ton peuple, d'affronter le gouvernement. Pas d'affronter pour les bras de fer, mais non, affronter c'est de dire les choses, les mettre à leur place. Aujourd'hui, tu es sur la vague, cette vague migratoire-là qui fait énormément de mal. On a eu trop de morts. Quel est le point aujourd'hui, ton opinion sur cette perte de vitesse qu'on a, nous, la jeunesse? Au lieu d'aller vers le haut, on nivelle vers le bas. Au lieu de penser à notre instinct de survie, de le réveiller, cet instinct de survie, au contraire, on devient presque suicidaire. Qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que tu fais? Comment est-ce que tu en parlerais, toi? J'ai un texte que j'avais fait qui parle justement un peu de ça. Je dis, les morts ne se comptent plus par centaines mais par milliers. Sur cette route de l'immigration, on est familier, avec ces images de corps vomis par l'océan, autant de destin et d'espoir brisés en plein élan. L'arrivée en terre promise, c'est comme gagner au loto, mais il y a de l'eau dans ce radeau qui mène vers l'Eldorado. À ce niveau, on dit plus victime, on parle de statistiques, parce que chaque pirogue est un Titanic. Ce n'est pas 10 000 ni 15 000, mais plus de 32 000 qui auraient déjà perdu la vie depuis l'an 2000. Chaque année, en moyenne, il y a 1500 naufragés, donc autant de familles ravagées. Les crises et les guerres sont les principaux alibis de ces migrants qui passent par le Maroc ou la Libye, à la recherche d'une vie meilleure de l'autre côté de la rive. Mais la Méditerranée est le tombeau de leurs rêves. Pour n'avoir pas su régler ces problèmes en amont, malgouvernance et pauvreté, l'Afrique est coupable. Pour refus de trouver de plus durables solutions, richesse mal distribuée, l'Europe est responsable. On a du mal à couper le cordon ombilical qui relie la mer nourricière à l'empire colonial. L'Afrique a faim, a soif et en quête d'idéal et sous respiration artificielle, son économie va mal. Elle se laisse séduire par la pacotille venue d'Asie, vu que l'Europe favorise l'immigration choisie. Assise sur un magot, l'Afrique tend quand même la main. Son avenir reste incertain. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. L'Europe fait semblant de ne pas entendre nos prières. Comme le dit Fatou Diom, on sera riches ensemble. Ou alors on va se noyer tous ensemble. Waouh. En fait, c'est... Bravo. Ça, c'est... Ça répond exactement à ta question et à compléter ce que Eric disait tout à l'heure. On arrive à un stade où il faut qu'on recrée ce rêve. Quand je vois par exemple ce qui se passe aujourd'hui avec la musique nigériane, l'afrobeat, ce sont des gens qui ont compris
qui sont allés à la conquête du monde, qui sont en train de conquérir le monde entier, dans la mesure où ils ont remis le continent à la mode. Donc, comme on dit, Africa is trending again. Quand tu vois, par exemple, depuis l'époque on va dire depuis le film Black Panther, il y a eu un nouveau souffle, tu vois, et les gens ont commencé à se prêter un peu plus, à reprêter attention à l'Afrique. Le Nigeria, ce qui explique le succès des artistes nigériens, pourquoi est-ce que voilà, ça fait le tour du monde. Il y a la démographie, c'est vrai, mais aussi il y a un investissement humain et financier qui a été fait, de gros investissements qui ont été faits. Quand vous allez au Nigeria, par exemple, ils ont réussi, ils sont allés apprendre, ça c'est important, la formation, ils sont allés apprendre, ils sont allés se former, ils sont revenus, ils ont reconstruit une industrie, que ce soit l'industrie du cinéma, que ce soit l'industrie que ce soit le sport, que ce soit la musique. Ils ont créé une industrie qui fait que ça emploie des milliers de personnes. Et maintenant, les Nigérians de la diaspora même sont obligés de rentrer pour investir au pays. Et je pense que ils n'ont plus peur de retourner chez eux pour investir. Ils n'ont plus peur. En fait, ils ont compris effectivement la puissance de ce qu'ils ont. Et je pense que c'est cela qu'il nous faut. Il nous faut recréer ce nouveau souffle. Il faut qu'on donne la possibilité aux jeunes Sénégalais de la diaspora, qu'on recrée quelque chose de fort. Il faut que ce soit quelque chose d'économique. Tant qu'on continue à parler que économiquement les gens ne se retrouvent pas, on a beau leur servir de la poésie, on a beau leur servir tout ça, tant qu'ils ne se retrouvent pas, tant qu'à la fin de la journée ils ne peuvent pas ramener quelque chose à la maison, ça ne sert à rien. Ils vont forcément voir de l'autre côté de la barrière. Il faut qu'on recrée ce rêve, et que ce rêve, il est possible de le recréer, mais comment le recréer? Il faut donner l'espoir. On a vu par exemple ce qui s'est passé récemment avec Akon qui a voulu construire un truc monumental et tout. On a vu tous les problèmes qu'il y a eu avec. Peut-être que c'est une extrémité, hein, mais je pense qu'on a encore la possibilité, culturellement parlant surtout, de recréer des choses extraordinaires. Au Sénégal, il y a eu le Fesman, il y a eu 2 fois le Fesman. Le dernier Fesman a été un truc très important. Il y a eu de la formation en métier de son, il y a eu beaucoup de rencontres, etc. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut qu'il y ait beaucoup plus de manifestations qui vont permettre aux jeunes Sénégalais de voir comment ça se passe dans le monde. C'est-à-dire, on n'a plus besoin forcément d'aller nous installer, d'aller en France ou d'aller aux États-Unis pour pouvoir jouer sur des grandes scènes. On peut jouer sur des grandes scènes ici, dans les bonnes conditions. On peut également aussi, il faut qu'on recrée une industrie musicale qui permette aux jeunes aujourd'hui de pouvoir poster sa musique, de pouvoir la mettre sur les plateformes de streaming et de pouvoir, quand les rémunérations tombent, mais au moins avoir de quoi s'acheter quelque chose de décent. Oui. Parce vivre décemment de son art. Décemment de son art. Oui. Et je pense que c'est ça qui va recréer, qui va redonner l'espoir. J'ai vu justement l'événement avec Eric Favre, avec les Mgaka Blindé et Afrobrick. C'est des événements comme ça pendant des années et des années. Moi, je me souviens en 2000, avec Bibson, on avait sorti un album qui s'appelait Frères Ennemis. On nous a payé pour qu'on fasse l'album. C'était la première fois qu'on nous payait pour nous clasher, entre guillemets. Et quand j'ai revu le clash, j'ai dit, il faut que le clash serve à quelque chose. Quand vous allez aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle les battles. Ouais. C'est des battles, c'est très underground, mais les gens mettent parfois des 100 000, 200 000 euros sur la table, 200 000 $ sur la table pour le vainqueur. Et ce sont les trucs qui sont réels. Il n'y a pas besoin de beaucoup de bruit et tout. C'est entre eux et c'est des vrais artistes. Ouais. Par exemple, c'est des initiatives comme ça qui vont permettre aux jeunes, quand vous touchez un cachet de 100 000 euros, quand vous touchez un cachet de 50 000 euros pour un concert, après le 50 000 euros, vous ne pouvez pas aller acheter des bijoux pour la maman, parce qu'au Sénégal, acheter des bijoux en or, c'est un investissement. Vous pouvez acheter des bijoux en or pour la maman, vous pouvez acheter une parcelle de terrain pour le papa. Oui. Et c'est comme ça qu'il faut qu'on voit les choses. Il ne faut pas qu'on continue à investir. Gagner et investir. Il ne faut pas qu'on continue à nous voir comme étant juste des amuseurs publics. Parce qu'à la fin de la journée, on a aussi besoin de travailler. Et quand je parle de ce secteur-là peut drainer d'autres secteurs. Le secteur de la musique, le secteur du sport. Regarde le sport au Sénégal. Il y a des milliers de jeunes qui sont sur les plages, qui s'entraînent tous les soirs. Mais les jeunes qui ont des licences de lutte, on les compte. Ouais. Les jeunes qui touchent des 10 millions, des 20 millions, des 50 millions de cachets, c'est une minorité par rapport à toute cette majorité qui est en train de se battre chaque jour. Ouais. C'est pour ça que chaque fois qu'il y a certains combats au stade, à la fin du combat, vous voyez comment les jeunes en profitent pour faire du banditisme. Ouais. Donc je pense qu'il faut recréer des secteurs, il faut renforcer ces secteurs. Il faut remettre les gens dans des conditions qui font que
ils n'ont plus besoin, ils vont aller en Europe juste pour aller jouer, faire leurs concerts et rentrer au pays. Ils vont aller faire leurs activités ne pas et revenir. y aller pour pouvoir s'échapper après, c'est ce qui nous fait rebondir justement par rapport à la série que Eric Favre est en train de mettre sur pied et qui passera justement sur la chaîne YouTube Eric Favre TV, qui parle de visa touriste. Oui, visa touriste, si on peut en parler rapidement. Bah, oui. C'est ça, c'est l'histoire d'un jeune boxeur sénégalais qui est invité par un promoteur donc, français qui est marié avec une Sénégalaise là-bas en France, qui le fait venir pour participer à un combat de boxe. Et ce jeune Sénégalais n'a qu'une idée en tête, c'est venir en France, mais c'est pas pour le combat de boxe, c'est pour s'enfuir et fuir le pays du Sénégal, et qui crée tout un tas d'effets secondaires. Sur le plan familial, sur le plan amoureux, sur son plan personnel, etc. C'était un effet ricochet. Oui, un effet ricochet, et il se rend compte en fait qu'en réalité c'est l'enfer, c'est pas le paradis, c'est pas l'Eldorado en fait. Voilà. Et donc pour rebondir un petit peu sur ce que vient de dire Truman, effectivement il faut recréer l'African Dream. Moi je fais partie d'une génération où j'ai vécu l'American Dream, mais ça c'est fini. Je veux dire, aujourd'hui l'African Dream, vous avez des talents énormes. Moi, je le vois, que ce soit dans le domaine sportif, puisque je suis dans le sport, on a fait pas mal d'événements. C'est vrai que j'aborde les choses d'une manière un peu... Je marie le hip-hop, le sport, la lutte, le bodybuilding, voilà. Mais parce qu'en fait, il n'y a pas que le foot et le basket. Le foot et le basket, c'est très politisé, c'est très financier, c'est très... Voilà, mais la majorité de la population, voilà, on est spectateur devant le foot, mais on est passif. Alors que sur nos plages, dans tout notre pays, il y a plein de jeunes qui veulent faire du sport, qui veulent s'exprimer là-dedans. Donc on a un vrai rôle, mais c'est vrai qu'on se sent un peu seul. Même moi qui arrive ici, j'aide plus l'État et les ministères des Sports et des trucs comme ça pour aider leurs jeunes à... J'ai aidé les jeunes à aller au Ghana, au bras de fer pour faire une médaille d'or. On aide. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe ici? Mais je pense que ça doit venir de la base. Et on doit monter, parce qu'à un moment donné, si nos politiques n'arrivent pas à comprendre que leur force, elle est dans leur propre pays, au lieu d'aller mendier de l'argent avec le FMI, le machin et autres, il faut comprendre qu'on a les capacités dans ce pays de se relever et de vraiment créer une économie qui soit vertueuse pour l'ensemble du public. Mais il faut qu'il y ait une volonté quand même politique. Il faut quand même qu'il y ait cette volonté politique. Et cette volonté politique, si elle n'arrive pas à être déclenchée par le peuple, on va passer à côté du truc. Voilà. Et aujourd'hui, c'est une chance. On doit prendre cette chance, et on le voit dans certains pays d'Afrique. Je ne veux pas faire de politique, c'est pas mon truc. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour des gens qui, à un moment, prennent leur courage à deux mains et disent voilà, notre patrie, c'est notre nation, on va la défendre, et jusqu'au bout, quoi, parce qu'il faut du courage aujourd'hui. Beaucoup de courage, parce que si on n'a pas ce courage, il n'y a rien qui changera. Rien. Alors, merci beaucoup Eric pour ces mots qui sont très forts. Justement, on a besoin d'une jeunesse vaillante, qui croit en elle et qui a cette capacité-là d'y arriver. La jeunesse, elle est instruite. Même si elle n'est pas instruite, elle a des bras très forts qui peuvent permettre aujourd'hui avec un investissement, un temps soit peu cet investissement-là, pour pouvoir sortir un tout petit peu quand même la tête hors de l'eau et de se dire je peux réussir à, par exemple, on va prendre l'exemple de ces jeunes qui vendent les noix de cajou. C'est un bon investissement pour débuter. On a parlé, moi, au niveau de la radio, on parle avec l'OIM par exemple, on parle de ces jeunes-là qui sont revenus parce qu'ils ont dit je ne veux plus retourner au Sénégal, c'est la honte parce que j'avais investi tout ce que j'avais amené, j'ai tout perdu en mer, on m'a volé, j'ai été agressée et tout, mais j'ai mal, j'ai honte, je ne peux pas retourner. Comment je vais voir maman, comment je vais regarder papa dans les yeux et lui dire que je n'ai pas réussi? Beaucoup, c'est par rapport à la fierté un peu trop énorme ou à un ego démesuré qui dit non, je ne retourne plus au Sénégal, je préfère mourir ici que d'y retourner. Ce n'est pas ça l'instinct de survie. Ce qu'on demande à notre jeunesse aujourd'hui, c'est de se dire je peux y arriver. On a tout pour le faire, c'est vrai. Il nous faut des investisseurs, des entrepreneurs. Il nous faut des exemples qui sont là. Rouman, Eric, moi, tout le monde peut servir d'exemple. Mais je veux dire aujourd'hui, Eldorado, c'est quoi finalement? C'est le chemin vers la mort. Pour beaucoup, on en a perdu beaucoup, Rouman, ces derniers temps. Je pense que
Aujourd'hui, les jeunes vont partir, vont prendre la mer ou ils vont aller par le Nicaragua ou whatever. Ils vont passer par où ils veulent. Si on leur facilitait, par exemple, aujourd'hui, l'accès à des investissements, hein, si on leur facilitait aussi l'accès à la formation, oui, ça allait régler beaucoup de choses. Énormément de choses. Si aujourd'hui, par exemple, on donnait à un jeune la possibilité de faire une formation en ébénisterie, en maçonnerie ou n'importe quoi, et à la fin de sa formation, lui donner un accès à un microcrédit qui lui permette de se lancer dans un business, je pense que ça allait faciliter beaucoup de choses. Ça retient. Il y a plein de jeunes qui arrêtent l'école pour des raisons familiales, pour des raisons économiques. Aller à l'école, ça va, à un certain moment, plus on va y aller, plus ça va coûter cher. Donc, il y a plein de jeunes qui ont envie de se lancer dans certains métiers, mais qui n'ont pas de débouchés. Donc, à quoi ça sert de continuer à aller à l'école quand les parents commencent à vieillir et qu'ils n'ont pas les moyens de nous entretenir. Donc, il y a un vrai problème qui est là. Le deuxième problème, c'est un problème qui est réel, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les pays européens préfèrent financer les initiatives privées directement plutôt que de donner l'argent directement au gouvernement qui vont s'en servir comme ils veulent. Donc, il faut aussi comprendre c'est quoi les systèmes de financement. Aujourd'hui, si un jeune veut se lancer dans du business, où est-ce qu'il doit aller? Quelles sont les portes auxquelles il peut frapper pour qu'on puisse l'aider? La plupart des gens que j'ai rencontrés, qui sont des migrants, soit qui sont partis, qui sont revenus, qui ont échoué et whatever, quand vous leur parlez, ils te disent non, que j'ai essayé à plusieurs reprises, mais on ne m'a jamais aidé. Donc, il faut qu'ils comprennent. Le truc, ce n'est pas, la politique de la main tendue. On ne s'attend pas à ce que l'État règle tous les problèmes. Mais au moins qu'on puisse avoir un semblant d'écosystème qui permette aujourd'hui à un jeune qui a quelques compétences, de lui fournir les compétences, mais aussi de lui permettre d'avoir un petit financement pour commencer à se lancer dans un business. Tant qu'on n'a pas réglé ces deux problèmes-là, on va continuer à chaque fois parler, comme je disais, ça ne va pas régler grand-chose. Il faut que le jeune sache qu'aujourd'hui, je veux faire par exemple une formation dans tel ou tel domaine. Une fois que je fais ma formation, une fois que j'ai le matériel et que j'ai l'équipement, il faut que je puisse être en tout cas encadré, ne serait-ce que pendant 6 mois, 1 an. Et à partir de ce moment, mon business commencera à tourner. Donc, l'Eldorado dont on parle, effectivement, c'est comme je disais tout à l'heure. En Europe, aux États-Unis, il y a des jeunes qui vont y aller. Au bout d'1 an, de 2 ans, ils vont commencer à rassembler, en tout cas, un petit pécule qui va leur permettre de pouvoir changer. Ceux qui sont sérieux dans ce qu'ils font, ils peuvent en tout cas s'organiser. Maintenant, 10 000 € pour un jeune européen qui a vécu et qui a toutes les facilités, ça ne représente rien. Mais 10 000 € pour un jeune Sénégalais qui va là-bas et qui l'envoie à sa famille, ça peut lui permettre d'acheter quelque chose. Donc il faut qu'on comprenne cela. Il est difficile d'aujourd'hui de déconstruire ce rêve-là dans la tête des jeunes Sénégalais. C'est quasiment impossible. Chez les jeunes Africains, c'est quasiment impossible. Mais ce qui est faisable, effectivement, c'est en tout cas de commencer à petit à petit, de recréer les choses. Recréer ça à partir... Faire renaître le rêve. Faire renaître ça, et faire reconstruire. Ça veut dire aujourd'hui, quand vous allez par exemple sur la Petite Côte, quand vous allez par exemple dans les villages, les villages de pêcheurs où les propriétaires des bateaux sont partis, ils ont arrêté de pêcher, ils sont devenus des capitaines de bateaux. Et quand vous voyez comment ces maisons se sont dépeuplées, comment ces familles se sont dépeuplées, il y en a qui sont partis, qui ne sont jamais revenus, il y en a qui sont partis, effectivement, qui sont arrivés. Il faut recréer là-bas. Le danger, c'est parfois de donner de l'argent à quelqu'un pour qu'il se refasse dans un business et qu'il utilise l'argent pour partir en Europe. C'est ce que j'allais dire, ça demande aussi une rupture dans la mentalité que j'ai perçue ici. C'est-à-dire qu'ici, on est éduqué à demander. Parce qu'on part très bas, on a besoin de manger, on a besoin de nourrir la famille. Donc moi j'ai commencé à aider, mais je me suis rendu compte que quand j'ai aidé même des jeunes entrepreneurs, en fait, il faut passer par la formation et leur donner le culte de l'entreprise. Parce que tu leur donnes, mais finalement, ils vont donner à leur famille, à leur machin. Et dans l'entreprise, ils n'ont pas encore cette... Donc il faut des exemples. Et puis, il y a une chose que tu as dit qui est très vraie, qui est dans ta chanson, où il faut couper le cordon avec ce côté colonialiste. Parce que là, j'étais en Guinée il y a 1 mois, le gouvernement, le ministère des Sports demande que je les aide à mettre une formation en place. Tu parles avec d'autres, ils disent oui, mais il faut que ce soit référencé sur un truc français. Je dis mais pourquoi? Je dis nous, on a les compétences, on a tout, pourquoi se référencer à un truc européen alors qu'on est en Afrique, on a les compétences, on a le savoir-faire, on a tout. Pourquoi avoir besoin toujours
de se référencer là-dessus. On est capable, nous, de faire ça et de le développer sur tout le continent africain. On est suffisamment nombreux, suffisamment compétents. Donc il y a encore ces deux points. Il y a un point dans la tête où on a toujours ce repère européen ou occidental. On a besoin de ça parce qu'autrement on n'est pas assez sérieux. Non, on n'a pas besoin de la validation à un moment donné. Prenons nos responsabilités en place, créons notre monde à nous aujourd'hui. Et puis la rupture qu'on doit avoir ici, c'est dire voilà, demander et donner de l'argent, c'est bien sûr pour nourrir les familles, mais si tu veux construire une entreprise, mets l'habit d'entrepreneur pour pouvoir construire. Et l'entrepreneur, c'est pas facile quoi en fait. Je veux juste compléter une chose. J'ai toujours eu ce problème avec les pêcheurs. Par exemple, je me suis toujours posé la question, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de coopérative de pêcheurs? Au lieu de continuer à utiliser une pirogue, pourquoi ne pas se mettre ensemble, acheter un chalutier? Oui. Acheter un chalutier, ça signifie qu'on pourra concurrencer les autres chalutiers étrangers qui sont là. Et puis aussi, il faut qu'il y ait la préférence nationale, il faut que nos États aussi fassent de sorte que les contrats qu'ils signent ne soient pas des contrats qui vont tuer notre économie et qui vont mettre des familles sur la paille. Et donc, aider les gens à avoir cet esprit d'entreprise et les aider aussi à trouver les financements pour acheter, pour se moderniser, acheter des chalutiers, acheter des usines de transformation de produits pour justement passer de l'étape de l'économie familiale à une économie industrielle. Oui. Pour pouvoir justement, aujourd'hui on va pêcher, on va ramener les poissons, au lieu de vendre le poisson tel quel, on va le transformer, on va le revendre, il va coûter beaucoup plus cher. Je pense qu'il faut qu'on réfléchisse comme ça. Mais tu connais la raison. Oui. Tu connais la raison. C'est plus facile de récupérer de l'argent de l'extérieur et puis d'en prendre une partie que de créer l'argent. Sur ce, messieurs, merci en tout cas pour votre magnifique contribution pour ce premier numéro d'Eldorado qui sera diffusé justement sur la chaîne YouTube Eric Favre TV que vous aurez l'occasion de voir. J'espère que vous allez tous être nos abonnés et mieux nous suivre, avoir les meilleurs contenus qu'il faut. Eldorado reste votre émission qui parlera de cette grande émigration clandestine irrégulière. On continuera le débat avec d'autres qui viendront faire comme Khouman qui a accepté d'être avec nous, comme Eric Favre qui a accepté d'être avec nous pour ce premier numéro-là. On vous remercie profondément et j'espère vraiment qu'on va continuer avec ce que nous avons dit maintenant et plus tard tout ce qu'on dira dans les autres émissions à faire prendre conscience, non pas seulement à la jeunesse, mais au monde entier, aux Sénégalais, que l'Eldorado, il existe chez nous, on peut le faire. Mais il faudrait que ce soit collectif. L'individualisme, ça peut tuer tous les rêves, mais si on joue collectif, on peut y arriver. Sur ce, nous vous souhaitons une excellente soirée sur Eric Favre TV et à très bientôt pour un autre numéro de Eldorado.